Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux auditeurs de Torah Trahi, merci au Rav Twito de nous accueillir. Nous recevons le Rav Shalom Genoun, qui est auteur de plusieurs livres sur la véracité de la Torah notamment. Vous êtes aussi académicien de la Sorbonne. J'étais, ouais. Et Rosh Kollel depuis plus de 10 ans, c'est ça? Un peu moins de 10 ans. D'accord, un peu moins de 10 ans. Donc le premier sujet qu'on va traiter, c'est le déluge. Donc j'ai pris plusieurs questions. J'ai travaillé sur quelles sont les questions principales, notamment concernant le déluge et en quoi il contredit la science. Déjà, première question, c'est apparemment la grande majorité des archéologues, la grande majorité des scientifiques disent que le déluge n'a probablement pas existé, tout simplement parce qu'on n'a pas de preuves archéologiques concernant cela. Il y a aussi des incohérences géologiques par rapport à ce que la Terre nous permet de comprendre de son passé, de ce qu'elle a vécu, etc. On voit qu'apparemment il n'y aurait pas de traces de ce déluge-là. Et d'autres choses comme par exemple la variation des récits qui mentionnent, qui parlent du déluge à travers le monde, qui apparemment serait différent. Est-ce qu'on peut déjà parler de ces premiers points? Alors, bien que dans la Mishnah, il y a marqué qu'un sage répond à Rishona, il répond au premier argument par le premier argument, j'aimerais me servir de la troisième question pour répondre. Je pense que le fait est qu'il y ait des civilisations antiques, plus de 200 civilisations antiques qui ramènent un récit anthropologique d'une situation qui est avérée, qui serait avérée, et dont ces civilisations sont complètement à l'extrémité les unes des autres. Vous avez des peuples du Canada, des peuples du Mexique, les Incas, qui ramènent tous le même récit d'une famille qui aurait été submergée par un cataclysme, un espèce de tsunami, sauvée en bateau, dans lequel cette famille-là aurait pris avec elle des animaux. Donc des civilisations complètement excentrées les unes des autres. Et au niveau de la discipline de l'anthropologie, qui nous parle de la science des peuples antiques, eh bien cela a sa valeur. Mis à part cela, il y a au niveau de l'archéologie classique, une stèle qui a été découverte il y a plus de 2500 ans, avant notre ère, donc on remonte à plus de moins 4000 ans, dans laquelle tout le récit du déluge, tel qu'il nous est connu, apparaît. Il n'est pas objectable que des civilisations qui fassent le récit d'un événement dont ils n'ont pas l'obligation de se montrer rigoureux avec cette mémoire qu'ils transmettent, comme nous dans le judaïsme, eh bien varient avec quelques propos ou avec quelques mythologies qui viennent de leur propre folklore ou de leur propre tradition. Le fait que les peuples écossais parlent d'une grenouille qui aurait craché un tsunami, une espèce de tsunami, ou bien que les Incas parlent du dieu soleil qui aurait submergé le monde par la mer, par de l'eau, eh bien, il y a une corrélation avec un récit factuel qui se mêle avec d'autres prédicats qui sont eux-mêmes les résonances de leur propre culture. Donc ça ne nous dérange pas. Lorsqu'on a un devoir de commémorer de manière précise et religieuse ce fait-là, on se réfère à la Torah. Mais c'est complètement étonnant qu'il y ait des civilisations antiques, plus de 200, qui allaient faire ce récit-là, alors qu'ils sont complètement excentrés les unes des autres. Alors, ou bien qu'il y a une personne qui aurait vécu ce déluge là où il se serait passé, comme nous allons le voir, et qui aurait parlé à toutes ces civilisations, ou bien qu'elles étaient elles-mêmes regroupées à un point donné pour ensuite se propager, se disperser sur le globe terrestre. Maintenant, comme je disais, Henri Layard a retrouvé, donc il y a plus de 4000 ans, une stèle narrant tout le récit du déluge, et un des écrits les plus anciens de l'humanité, l'épopée de Gilgamesh, par le roi Uruk, de Mésopotamie, refait aussi la narration de ce récit-là. Donc il y a plusieurs faits sociaux, civilisationnels presque, ethniques, qui en font le récit. Donc on n'est pas que à la Torah, on n'est pas limité qu'à la Torah, on parle de sources extra-bibliques. Quant aux stèles géologiques qui parlent du déluge, si on s'attend à un déluge
planétaire, alors effectivement, cela ne peut ne pas corréler avec ce qu'on voit dans la roche. Mais lorsqu'on parle d'un déluge, et là je m'avance sur la suite, de tes questions, lorsqu'on parle d'un déluge comme le Rav Gedalia Nadel l'a proposé, d'un déluge régional qui se serait concentré à Bavel, et bien là on voit précisément dans les roches, ou bien sur les monts Ararat de Turquie, des faits complètement singuliers qui vont corroborer ce récit biblique. Alors effectivement, si on parle de manière assez puérile, condescendante, d'un déluge interplanétaire et mondial, on s'attend à des preuves mondiales. Mais si on parle d'un déluge régional, comme ce qui peut être interprété dans la Gemara de Psachim, ne serait-ce que par Rabbi Yochanan qui dit, dans la Gemara de Zvachim, pardon, à la page 113, qui dit que le déluge n'a pas touché Eretz Israël. Donc il y a des États qui n'ont pas été touchés, des terres qui n'ont pas été touchées. Le Midrash nous dit que la Mamlacha de Shinar, le royaume de Shinar, a survécu au déluge. On parle d'Og Melech HaBashan, qui a survécu au déluge. Donc quand on fait la lecture savante, avec maturité, avec un peu de recul, au fait des textes, en allant sur cette compréhension de maître, qui nous parle d'un déluge régional, on n'a plus de problématiques à corréler la réalité avec... Parce jusqu'à aujourd'hui, on a entendu que le déluge, c'était sur toute la Terre, en Australie, et aux États-Unis, en Argentine, partout. Il y avait le déluge partout. Rabbi Yochanan, dans la Gemara, nous dit que le déluge n'a pas touché Eretz Israël déjà. Il n'a pas touché Eretz Israël. Il faut le voir, il faut le souligner, il faut le remarquer. Donc là, on parle d'un déluge régional. Là, on parle d'un déluge régional. C'est-à-dire que la Torah, le récit de la Torah, il parlerait d'un déluge qui se serait passé dans... Il pourrait être régional. C'est-à-dire que s'il est international, il nous pose des problèmes avec la réalité. S'il est régional, eh bien, nous trouvons des corrélations, au contraire, géologiques avec la réalité dans laquelle il se serait passé. Et là, moi, dès qu'il y a par exemple ces deux visions qui sont chacune validées par la Torah, une moins populaire que l'autre, parce qu'elle implique une interprétation, une finesse, une subtilité des versets, eh bien, du moment qu'elle a une corrélation avec la réalité empirique et observationnelle, c'est elle que je valide. Et les personnes qui disent que c'est régional, c'est avant l'archéologie, c'est avant la science, c'est avant tout ça. On parle d'une époque d'il y a 2000 ans qui dit ça. Donc c'est pas pour avoir des raisons. Voilà, c'est pas politique. C'est pas à cause des découvertes géologiques et des découvertes archéologiques qui nous font problème qu'on se dit mais en fin de compte c'est régional. C'est marqué dans le Talmud, au Zvachim, page 113. D'accord. Donc c'est intéressant parce qu'en fait nous on avait aussi des questions par rapport à la capacité de l'arche, à comment l'arche peut et pourrait contenir autant d'animaux. Alors, il y a certains commentateurs médiévaux donc, qui ont déjà expliqué que c'était qu'une question de région, de limiter, c'était isolé, c'était vers Babylone, etc. Mais que les animaux qui ont été pris, pas tous, donc pas les animaux marins, que les animaux terrestres, ont été pris étant bébés aussi. Pas tous les animaux ayant atteint l'âge adulte. Par exemple, donc tous ces points-là, qui ne sont pas des points politiques pour faire bien apparaître dans une doxa polie, existent dans le texte depuis des milliers d'années. Mais est-ce qu'on peut comprendre les textes de manière condescendante et littérale, scientifique que littérale, par exemple, je vais te dire franchement que Noé il est parti chasser tous les animaux qu'il y avait même dans la région pour les amener, etc. Ça fait un petit peu bizarre, quoi. D'après une vision d'un déluge régional, pas tous les animaux ont été pris. Le kangourou qui est en Australie, il est resté en Australie et c'est pas quelqu'un qui l'a ramené après en Australie pour dire a priori, oui. Pour dire vous voyez il y a eu un déluge a priori. Mais ça veut dire qu'on n'avance pas non plus de vérité tranchée. Nous avons des éléments de compréhension qui se trouvent dans la Torah, des éléments qui se trouvent dans la science, et la corrélation des deux, elle peut dans un chemin être plus difficile à accepter, quoique envisageable, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques, hein, vous avez des sites comme création.com, etc., qui sont des scientifiques de renom chrétien, du moins créantistes, avec lesquels je n'adhère pas trop de manière scientifique à l'approche. Je préfère les scientifiques de l'intelligence design, dont on parlera dans une autre série, qui trouvent des résultantes et des imbrications avec le récit condescendant et littéral du texte. Il y a d'autres récits qui nous permettent d'avoir un chemin beaucoup plus large, beaucoup plus cohérent.
avec la réalité. Mais selon le sens littéral, c'est dans toute la Terre, ou même dans le sens littéral, on peut comprendre que c'est que Ce serait dans les deux, on parle d'un sens littéral. La question est de savoir comment interpréter ce sens littéral. Est-ce qu'il s'agit de arrête toute la Terre, ou bien la Terre duquel toute la civilisation culturelle était, comme ce que le Torah le dit par rapport à Babel. Donc en fin de compte, moi j'avais plusieurs pages de questions, mais avec cette lecture de la Torah, je vois que toutes ces questions-là, par exemple, je vais vous dire, la survie des plantes et des insectes qui pose un problème, comment tant d'animaux ont pu aller dans l'arche de Noé, c'est pas possible, alors qu'en fin de compte c'est très possible parce que il n'y avait pas les kangourous, il n'y avait peut-être pas les éléphants d'Afrique, il n'y avait pas tout ça, donc ça change beaucoup, notamment la logistique de la collecte des animaux, comment il est fait, il est parti dans tous les pays du monde, et donc en fin de compte, toutes les questions sont répondues à travers cette interprétation du sens littéral du texte. Ouais. On est bien d'accord avec ça? Lorsqu'on parle d'un déluge régional. D'accord. Merci beaucoup Rav Sham Genoun. Si moi j'ai travaillé depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines sur ce sujet-là, et d'après vos réponses, d'après les réponses que j'ai reçues, quelqu'un qui a travaillé sur le sujet et qui a vraiment bossé sur le sujet, eh ben, il comprendra que les questions... Avec un déluge régional, elles sont répondues. Elles sont répondues. En grande partie. En très très grande partie. Ok, merci beaucoup à tous les auditeurs de nous avoir écoutés, et on se revoit à la prochaine émission, Bézat Hachem. Merci. Au revoir.